La conférence Fish-Gesher-Gurley, une vision pour la langue irlandaise en Amérique du Nord, tenue à New York en mai 2008, a été remarquable pour plusieurs raisons. C'était la première fois de mémoire d'hommes que des conférenciers irlandais, des représentants des groupes irlandais en Amérique du Nord s'étaient rassemblés en un seul lieu. L'événement était entièrement en irlandais. Il y a eu une grande représentation de l'Irlande, à la fois volontaire et bénévole, et d'organisations gouvernementales. La présence des Irlandais était particulièrement délicate. Ils étaient là pour démontrer leur appui pour la reconnaissance de la langue irlandaise et des activistes de la langue irlandaise. Pourtant, ils ne devaient pas dicter la façon dont les groupes nord-américains devraient agir à l'avenir. Et quel que soit le titre ambitieux et l'objectif ambitieux de la conférence a atteint un objectif immédiat plus modeste, permettant à des gens comme moi de rencontrer d'autres personnes que je n'aurais pu connaître autrement que par le web ou par réputation. Des gens qui élèvent des familles en irlandais, en Amérique du Nord, et qui enseignent l'irlandais. Et cela a démontré que l'irlandais, en tant que langue minoritaire, est également une langue mondiale, parce que bon nombre de participants étaient des gens qui étaient nés et qui avaient été éduqués à l'extérieur de l'Irlande. La conférence a souligné l'une des difficultés qui va au cœur de mon travail en tant qu'enseignant d'irlandais en Amérique du Nord. On ne peut pas comparer la situation dans un endroit comme Boston, avec ses liens avec la Connemara ou New York, avec un grand nombre d'Irlandais, avec un endroit comme Halifax où il n'y a pas de communauté d'orateurs irlandais. Mes enfants me demandent souvent combien il y a de personnes qui parlent irlandais à Halifax et nous ne sommes que 3. C'est un peu une exagération, mais à cette fin, je devrais mentionner l'initiative très publicisée de Harald Maggiola and Associates pour établir Gaeltacht, un terme utilisé pour décrire des zones où on parle irlandais. C'est une tentative pour offrir un espace physique pour la langue et l'espace est essentiel pour les langues minoritaires si on ne veut pas qu'elles soient éliminées par les langues les plus fortes. L'un des points les plus forts de notre programme universitaire à St. Mary's, c'est que les étudiants peuvent obtenir des crédits après avoir suivi des cours de langue irlandaise. Mais je dois admettre que une partie du problème découle du fait que les étudiants ont peu de possibilités de parler l'irlandais à l'extérieur de la classe, ce qui rend difficile pour eux la perception de voir l'irlandais comme une langue vivante. Si je pouvais me libérer d'un système qui exige des examens, des notes et des tests, je me débarrasserais des manuels dans la classe et on aurait plutôt un espace comme une cuisine, un jardin, un endroit où on pourrait parler dans un contexte naturel, dans la mesure du possible. On pourrait appeler ça un laboratoire ou un Gaeltacht. Peu importe. Je parle d'un espace semblable à celui que j'ai avec mes propres enfants lorsque nous sommes à la maison ou lorsque nous sortons. Mes 2 enfants suivent des cours d'immersion française ou, pour être plus exact, un courant de langue française à l'intérieur d'une école anglophone, ce qui est la forme la plus courante de l'immersion en Nouvelle-Écosse, alors qu'en général, on apprend que la règle numéro 1, c'est que vous devez contrôler votre propre espace. J'entends rarement mes enfants parler plus de quelques mots de français à l'extérieur de l'école, ce qui ne m'étonne pas lorsqu'on considère que le bon travail des enseignants est miné par un système scolaire où l'anglais demeure la langue du bureau, du directeur et de la majorité des enseignants. Parfois, j'avais l'impression que le principal résultat de l'expérience linguistique de mes enfants, c'était qu'ils savaient comment ne pas m'écouter dans les 3 langues. Mais avec toutes les joies et les frustrations, avec des gens qui nous considèrent comme bizarres ou impolis ou subversifs, politiquement, 2 points prédominent. L'un, c'est la compréhension rapide par les enfants que la langue est le pouvoir, qu'ils peuvent faire un commentaire sur quelqu'un
pas nécessairement de façon malicieuse, pendant que cette personne ne sait pas ce qui se dit. L'autre, c'est que la langue n'est pas seulement une collection de mots et de constructions grammaticales libres de bagages idéologiques et culturels. Je me demande ce qui se produit lorsque les enfants acquièrent les mots et les constructions grammatiques, mais demeurent peu exposés à tous les éléments auxiliaires de la langue. C'est ce qui me trouble. Et pendant ce temps-là, mes enfants dorment à point fermé. Ça ne m'étonne pas peut-être que dans mes propres travaux, j'ai été attirée vers les personnages littéraires historiques. Par exemple, la biographe Catherine Hughes, qui, après avoir rencontré un nationaliste et des activistes culturels à Londres, en Angleterre, a écrit une pièce en anglais. Caitlin Nii, qui est devenue un personnage important dans le mouvement de propagande républicaine en Amérique du Nord, et qui est revenu au Canada, ou Piers Beasley, né Percy Beasley à Liverpool, où il a passé 24 ans avant de se représenter comme un écrivain irlandais et un activiste politique. Et la personne sur laquelle je travaille actuellement, James Mooney, du Bureau of American Ethnology, dont les travaux de pionniers et les écrits comme The Ghost Dance, Religion and the Sioux Outbreak of 1890, lui ont gagné le titre de l'Indien, mais dont les publications, dont les premières publications étaient en folklore irlandais. Alors que ces trois individus, Hughes, Beasley et Mooney, sont des personnages fascinants, je dois confesser qu'une partie de mon intérêt en eux découle de ma propre tentative de donner un sens à ma situation. Je suis conscient aussi que le fait de vivre et de travailler à l'étranger a eu un impact sur mes écrits créatifs en irlandais. Jusqu'à maintenant, j'ai publié 3 romans et une collection de contes. Plutôt que de vous ennuyer et de les décrire, je vais simplement énoncer quelques points. La plupart de mon matériel traite de l'extérieur, porte sur un contexte qui est dans des zones à l'extérieur, des zones où l'on parle irlandais. Évidemment, on peut écrire une forme de la langue qui est trop littéraire ou, par exemple, dans Egnark, tout est centré autour de la tuerie de Bloody Sunday, des civils non armés par les parachutistes britanniques adhérés en janvier 1972. Tout comme d'autres écrivains, j'ai essayé d'étendre ma gamme de romans avec des contextes au Canada. Plus récemment, j'ai joué avec le conte comme genre littéraire et je me tourne vers les traditions folkloriques irlandaises. Nashek tire de ces traditions, même si j'ai tendance à les marier avec un contexte contemporain. Ce changement dans mon écriture n'a pas été occasionné par un des désirs de tirer parti d'un puits de matériel à la recherche d'inspiration. Cela est dû à 2 facteurs. Je cherche à surmonter les obstacles déjà mentionnés auxquels je fais face lorsque j'essaie de présenter la vie dans des communautés urbaines non irlandaises et une tentative de relier mon matériel à l'intérieur de ma tradition comme une compensation pour quelqu'un qui est de l'extérieur.